Rachid Yassine, merci de m'accorder cet entretien. On se connaît depuis quelques années, nous avons travaillé ensemble et depuis le temps, j'aurais voulu mener cette petite conversation pour l'entretien, pour l'atelier de recherche Iqbal. Et bon, j'aurais voulu que tu te présentes un peu ton travail en tant que sociologue. Tu travailles à la fois en France et au Sénégal et au Maroc et dans différentes régions du Sahel. Donc, si tu pouvais un peu nous expliquer, voilà, ton travail, ton itinéraire un petit peu de chercheur et d'auteur. Je commencerai bien évidemment, comme tout jeune chercheur, par sa thèse, ma thèse en l'occurrence, qui a porté sur l'islam et le régionalisme européen, et je me suis interrogé sur des questions d'articulation entre l'identité territoriale, l'identité linguistique et l'identité religieuse. Et ces questions-là, dans un contexte local, celui de la Catalogne française, entre guillemets. Et c'est à partir de là que j'ai commencé donc à engager des travaux de recherche sur le continent africain pour interroger précisément les différentes religiosités contemporaines et la manière dont elles s'articulent dans des contextes différents et variés et qui interpellent précisément les identités linguistiques, les identités territoriales et culturelles. Donc du coup, je suis arrivé au Centre d'études des religions en 2012, où on a monté le premier diplôme de sciences sociales des religions. Donc on a tout un cursus, licence, master et doctorat, et on a créé un laboratoire, le LASPAD, le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Dans ce laboratoire-là, nous avons organisé l'ensemble de nos travaux de recherche pluridisciplinaires sur le religieux contemporain en Afrique, à partir d'un observatoire africain du religieux que je coordonne. Et le laboratoire lui-même a plusieurs observatoires, notamment sur les questions de politique publique également, sur lesquelles je travaille, sur les questions de genre, sur les questions de sécurité, sur les questions également de conflits et de prévention des conflits. Donc actuellement, j'ai conduit un certain nombre de travaux sur le Sahel, effectivement, sous ta direction en l'occurrence, un des grands programmes de recherche qu'on avait mené sur 8 pays, sur les zones transfrontalières, d'autres programmes aussi sur la jeunesse au G5, et actuellement, plus précisément, je suis sur un programme en Sénégambie qui porte sur le contrôle citoyen de l'action publique sécuritaire et à travers la création d'un dispositif en fait, de mesure des perceptions et notamment le baromètre citoyen de la sécurité que l'on met en œuvre. Pour ce qui est des travaux et plus théoriques, j'ai essayé de proposer un essai de sociologie critique du fait identitaire, intitulé Repenser l'identité, qui est un essai sur lequel j'essaie de repenser un petit peu cette catégorie de l'identité à partir justement de la sociologie et puis d'autres publications aussi sur musulmans et catalans, sur l'islam d'Occident et sur justement les précautions méthodologiques, théoriques et épistémologiques à prendre quand on veut étudier le fait musulman en contexte occidental en particulier. Là, c'est toute la terminologie des sciences politiques que je critique aussi, et la manière dont on l'approche pour privilégier celle de l'anthropologie ou de la socio-anthropologie du fait religieux contemporain. Voilà un petit peu brossé. Alors, justement, sur cette dernière partie-là, c'est la spécificité du fait religieux musulman en contexte européen. C'est une sorte de nouvelle donne, si on peut dire, hein, nouvelle réalité, quoique l'islam a quand même une certaine histoire en Europe, hein, de plusieurs siècles, mais enfin, l'islam européen ou l'islam en tant que fait de certains citoyens européens de culture ou de confession musulmane pose évidemment beaucoup de problèmes, de débats, de polémiques, etc. Et donc, tu sembles remettre en cause, disons, une certaine approche des sciences politiques. Peut-être, si tu peux nous expliquer, voilà, quelle est justement la démarche critique que tu adoptes et quelle est la voie que tu préconises justement en tablant sur plus une approche anthropologique ou sociologique, si tu peux nous en dire plus. Oui, alors je prendrai juste un cas, l'articulation du religieux et du politique. Et un certain nombre de réflexions critiques que j'apporte par rapport au processus de sécularisation, par exemple, qui précisément a consisté, de manière très schématique et grossière, à séparer, le mot est à mettre en guillemets, ou au moins par des fois à distinguer,
dans un premier temps, donc la religion comme institution sociale, avec un certain nombre d'instances de socialisation autres. Il y a eu le grand conflit entre l'art et la religion, hein, l'art sacré, le blasphème, tous ces débats-là dont on a encore un petit peu des échos comme ça. Il y a eu le rapport religion et science, le monopole de la science et du savoir était celui de l'Église, le monopole également du droit, hein, le droit canonique, les tribunaux, les instances de jugement, etc. étaient aux mains de l'Église également. Donc le droit positif est né de cette séparation. Et puis on a également, sur le plan plus politique, l'État-nation et en particulier donc la laïcité qui caractérise cette séparation institutionnelle du religieux et du politique. Et on a aujourd'hui, c'est une des suggestions sur laquelle je travaille en tout cas, une sécularisation qui se produit en Europe, hein, je reste dans le contexte européen, de la religion et de la culture. Autrement dit, l'identité culturelle ici se détache en tout état de cause de l'identité religieuse. Autrement dit, on est spontanément pas, c'est pas parce qu'on est de culture française qu'on est spontanément catholique ou athée, ou c'est pas qu'on est de culture marocaine qu'on est spontanément musulman ou juif ou autre. Donc il y a cette construction des identités, hein, ces processus identitaires qui se font de manière indépendante entre l'identité religieuse et l'identité culturelle. Ce qui fait que des populations musulmanes, le processus d'acculturation, etc., revendiquent, il y a eu des mouvements de revendication identitaire, d'identité nationale, hein, je suis français et musulman, anglais et musulman, italien et musulman, et même maintenant sur des identités plus locales, des identités régionales, où l'ancrage culturel est encore beaucoup plus fort, et où je peux être catalan et musulman, breton et musulman, corse et musulman, etc., etc. Et donc cette articulation entre l'identité religieuse musulmane va être travaillée par justement la culture ou les cultures locales, nationales et l'identité européenne plus largement. Et c'est le débat aussi, parce que pour ma part, justement, tout le débat sur l'islam en Europe, c'est pas un débat religieux, absolument pas. Le problème est culturel, c'est l'identité culturelle de l'Europe, et ça a été illustré ça s'est illustré notamment par le traité européen, la fameuse identité, le patrimoine judéo-chrétien de l'Europe, etc. Et l'exclusion de l'islam de ce patrimoine-là, alors qu'effectivement, tu le soulignais, quand on pense à la Pologne, quand on pense à l'Europe de l'Est en particulier, mais également tout le pourtour méditerranéen, que ce soit l'Andalousie et la Provence, la présence musulmane, la participation en tout cas des musulmans à l'identité européenne est historiquement fondée. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu cette réflexion entre alors après ce sont les concepts qu'on utilise aussi qui est important à repenser en fait. Et je prends par exemple la religion. Le mot la religion, il n'y a pas de définition scientifique de ce terme-là. On comptabilise jusqu'à 263 définitions sociologiques ou socio-anthropologiques de la religion. Des définitions plus ou moins extensives, plus ou moins inclusives, plus ou moins fonctionnelles, etc. Et donc on a mis en évidence pendant très longtemps, il y a eu cette querelle entre anthropologues et sociologues, entre le religieux des anthropologues comme phénomène social, et la religion comme institution sociale qui préoccupe plutôt la sociologie. Et on a un troisième élément aussi, c'est la religiosité. Donc on va avoir ces trois concepts pour parler d'un même type de phénomène, en tout cas, qui est lié au sacré, en fait, au processus de sacralisation. En fait. Et donc, en définitive, quand on parle de religion, en particulier pour l'islam, pour ce qui m'intéresse en tout cas, on va avoir un certain nombre d'accroches conceptuelles, en fait, de problèmes en fait parce que dans la pensée islamique classique mais aussi contemporaine, les rapports ou l'expérience collective du sacré n'est pas la même que celle des sociétés historiquement structurées par une église. Et donc c'est ce qui pose aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Pourquoi ? Je prends l'exemple des clergés ou d'un clergé inavoué, comme dans l'idéologie wahhabite, par exemple, et dans le sunnisme. Dans le chiisme, c'est assez singulier, le clergé. Là, il fonctionne, etc. C'est lui qui a le monopole du sacré. Mais dans le sunnisme, vous n'avez pas d'autorité ecclésiastique, ce qui contribue justement à un caractère diffus et éclaté, et des conflits normatifs, en définitive, et en particulier, justement, cette absence d'autorité centrale contribue également à fabriquer du religieux,
de manière individuelle dans le contexte de la mondialisation et de la sécularisation. C'est-à-dire les processus d'individualisation du croire permettent en fait une espèce de disruption du religieux où on a tout un tas d'expériences religieuses très diverses et variées qui mettent en lien des expériences au corps, par exemple dans la sexualité, des homosexuels musulmans, ou des rapports aussi à la spiritualité, des athées musulmans, c'est-à-dire la capacité à s'identifier à l'islam, mais sans croire pour autant à Dieu, ou en étant homosexuel, ou en étant féministe, ou en étant démocrate, ou en étant toutes ces identités qu'on supposerait être antagoniques à l'islam, eh bien, ne le sont pas en définitive dans les pratiques sociales qu'on observe et dans la construction de ces religiosités contemporaines. Tu as aussi également travaillé sur l'expression francophone de l'islam contemporain et aussi du fait de ton poste à l'université Gaston Berger Saint-Louis du Sénégal, tu as accès, disons, à l'expression africaine de l'islam. Nous savons tous qu'il y a une sorte de prépondérance du fait arabe dans l'islam contemporain, à tort ou à raison. Qu'est-ce qu'il y est intéressant d'apprendre de cet islam, de ces islams, dans les différentes expressions géographiques, mais en tout cas celles auxquelles tu as pu accéder, celles que tu as appréhendées. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à penser justement le religieux de l'extrême contemporain, un phénomène religieux contemporain, ouvert, dynamique, pluriel et en phase avec, disons, la modernité? Alors oui, c'est une question très, très centrale et complexe. C'est le statut de la langue même dans l'expérience religieuse. Et en m'intéressant aux religiosités francophones, aux religiosités musulmanes francophones, il s'est agi pour moi de réfléchir en fait en définitive à ce qu'est le religieux et ce qu'est l'islam comme expression de l'expérience religieuse. Pour ma part, dans l'étude du phénomène religieux, pas derrière la religion n'est que l'institutionnalisation du religieux. Quand j'étudie le religieux, il se manifeste de trois formes. Il y a effectivement l'expérience religieuse ou l'impérience religieuse. Donc là, c'est les différentes modalités subjectives de mise en relation ou de relation au sacré. Hein. Et puis il y a la langue. En fait, le langage religieux a ses propres mécanismes et la manière dont la langue véhicule en fait le pouvoir. Et en l'occurrence ici le pouvoir religieux. Puis après, il y a les pratiques religieuses en une instance. Et dans les religiosités musulmanes francophones, ce qui m'a intéressé, ou en tout cas ce que j'ai voulu relever, c'est qu'effectivement, 1/6 de la population musulmane est arabe. En tout cas, on identifie les Arabes comme musulmans, ce que Marshall Hudson appelait le parti pris arabiste. Effectivement, c'est davantage une vue de l'esprit qu'une réalité en fait sociologique. Très clairement. Et dans les religiosités également, chez les musulmans ouest-africains, très peu comprennent le Coran, mais tous l'apprennent. Donc il va y avoir un usage en fait du Coran ou un statut du Coran qui est davantage ici religieux en fait au sens où il renvoie justement à un mystère, à quelque chose que l'on cherche non pas à comprendre en fait, mais simplement à l'affect en fait dans les dimensions du religieux est très fort. Bref, et donc ici, ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est de mettre en évidence comment est-ce que dans l'imaginaire politique des musulmans aujourd'hui, la langue arabe est utilisée comme un instrument aussi de pouvoir et de séduction, de fascination, etc. Par exemple, le processus de radicalisation, entre guillemets, on va avoir effectivement des jeunes qui vont être simplement fascinés par ce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est parce que c'est dit en arabe, des choses et des banalités toutes simples, que ça opère en fait une forme de séduction magique dans et après on est surpris de découvrir par exemple que les profils des jeunes radicalisés ou qui s'embrigadent dans les mouvements djihadistes et autres, entre guillemets, eh bien sont une inculture religieuse, ils connaissent très très peu de choses. Donc ce sont d'autres mécanismes psychologiques, etc., à travers justement lesquels la langue va avoir un pouvoir de manipulation en fait. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que justement l'expérience spirituelle, intime et religieuse va être dite dans d'autres langues en fait que l'arabe. Et comment est-ce qu'on peut être bon musulman, entre guillemets, là aussi ce sont des raccourcis, mais ça permet de bien comprendre comment est-ce qu'on peut être complètement musulman
hein, cette notion de complétude, etc., en particulier dans la dimension mystique, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut être complètement musulman sans parler un mot d'arabe, comme celui qui a appelé, selon le Coran, les musulmans Abraham. Abraham ne parlait pas un mot d'arabe, Jésus ne parlait pas un mot d'arabe, et pour autant ils étaient dans la cosmogonie musulmane des prophètes, et ils ont accès à Dieu, ils ont accès, etc. Donc ça, c'est ce statut en fait de l'arabe comme instrument historique, en fait, fondamentalement, d'expression du sacré. Et comment est-ce que les autres langues, on peut tout à fait exprimer sa religiosité à travers sa religiosité, vivre sa religiosité dans d'autres langues. Et à l'inverse, dans le monde sahélien, on peut voir aussi que, en tout cas, les lettrés religieux s'inscrivent dans une orthodoxie, dans un courant, disons le rythme malikite, vraiment plus traditionnel, avec une maîtrise complète de la langue arabe, des sciences religieuses, etc. Donc on aurait tendance à croire que c'est, disons, une spécialité des gens du monde arabe, mais en fait l'arabe en tant que langue est aussi une réalité africaine, j'imagine. Est-ce que tu vois à travers ces différents espaces, hein, donc le Sahel, le Maghreb, la France, ou plus généralement l'Europe et l'Occident, est-ce que tu vois des phénomènes, disons, de blocage ou de crispation, ou des phénomènes de religieux en crise? Quels sont-ils, et disons, comment, par exemple, l'Observatoire du religieux de l'Université Gaston Berger Saint-Louis peut apporter, voilà, disons, une approche ou un traitement ou une pensée de ces phénomènes contemporains qui sont communs finalement, voilà, une sorte de religion globalisée. C'est vrai que la situation de l'université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal est particulièrement en fait avantageuse, entre guillemets. En fait, il y a un certain nombre d'avantages à être là-bas parce que le Sénégal, et cette région en particulier, est le carrefour en fait précisément de l'impérialisme arabe dans l'histoire, du colonialisme français et anglais aussi avec la Gambie, et puis aussi de l'héritage africain en fait, négro-africain. Donc on a effectivement dans ce contexte-là ces trois sources en fait historiques de l'imaginaire contemporain des populations ouest-africaines qui nourrissent en fait un certain nombre de débats, de réflexions, etc. théoriques qui articulent en définitive les pensées occidentales, je ne veux pas non plus, les pensées arabo-islamiques et la pensée négro-africaine. Et c'est extrêmement intéressant. Je prends le cas, par exemple, du Wolof. Effectivement, le Wolof s'écrivait en langue arabe autrefois. Il y avait une réduction chez les... on connaît tout le patrimoine de Timbuktu et autres, etc., dans cette région-là. Et comment, effectivement, aujourd'hui, il y a dans le Sénégal contemporain c'est cette fameuse guerre des élites qu'on essaie parfois aussi d'instrumentaliser à des fins politiques, mais comment est-ce que l'élite arabisante, très très active et productive aussi au Sénégal, et puis l'élite dite europhone ou occidentalisée qui pense, s'exprime à travers les langues européennes. Et donc on va avoir effectivement ici un certain nombre d'atouts de l'Observatoire africain du religieux pour essayer de penser précisément l'islam contemporain dans toute sa richesse, dans toute sa diversité et surtout sa complexité en définitive. La question de l'autorité, on la retrouve quels que soient les contextes aujourd'hui, et c'est pas nouveau non plus dans l'histoire et la trajectoire de la pensée musulmane, mais plus singulièrement dans les contextes de la modernité, voire de la postmodernité en particulier, il y a une véritable crise d'autorité qui se traduit par des conflits normatifs dans lesquels les individus, et puis indépendamment de ça, les groupes eux-mêmes sont dans des rivalités, dans des concurrences idéologiques et dans des logiques plus conflictuelles en fait, à cause de précisément ces conflits normatifs. En gros, qui dit l'islam? Qui a à dire l'islam? Et le fait même parce qu'en fait, c'est la manière dont de quoi on parle quand on parle d'islam, en définitive. On parle au moins de trois choses que l'on doit distinguer à différents registres, à différents niveaux d'interprétation. Il y a, dans un premier temps, les sources scripturaires. Et de manière fondamentale, dans toute religion, il y a un dénominateur commun. Il y a toujours un médiateur de sens qui caractérise cette religion. Et ce médiateur doit fondamentalement être unique, en fait, pour pouvoir précisément ensuite, à partir de lui, c'est la source, en fait, de laquelle va dériver un tas de fleuves et d'affluents jusque dans l'océan.
Et donc, on a ici le médiateur de sens fondamental en islam, c'est le Coran. Sans Coran, pas d'islam. Donc, c'est ce texte-là qui va permettre précisément, à partir de lui, et ensuite des textes secondaires, comme les hadiths, etc., les akhbar, etc., toute la tradition, enfin voilà, donc qui est un premier élément d'identification d'identification de ce dont on parle quand on parle d'islam. Il y a un deuxième niveau, c'est précisément les interprétations de ces textes. Et là, il y a des courants idéologiques, etc. Et effectivement, en Afrique de l'Ouest et au Sahel, il y a de très grandes traditions d'interprétation, même dans le malikisme, des écoles qui ont vraiment divergé, etc., sur la philosophie du droit par rapport au droit malikite au Maghreb ou ailleurs, etc. Donc il y a une vraie autonomisation en fait de la pensée ouest-africaine et sahélienne sur ces questions-là, une grande richesse, de grandes références, etc. Et donc on va avoir ce deuxième niveau-là. Puis ensuite, le troisième niveau, c'est précisément, indépendamment de ce que disent les textes et de ce que disent les doctes qui énoncent et qui interprètent ces textes-là, bien ce qu'en disent et en font les populations elles-mêmes. Donc cet islam vécu, cet islam populaire, qui est parfois dans l'imaginaire effectivement dominant, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, relégué à des formes de syncrétisme marginal, secondaire, etc., alors qu'il devient aujourd'hui, au moins démographiquement, et même en termes de contribution dans la pensée contemporaine, de plus en plus présent et de plus en plus prégnant. Le monde arabe, par exemple, et la pensée arabe se marginalise progressivement quand on sait ce qui se produit, par exemple, en Inde ou en Asie, de manière générale, par rapport à ce que produit aujourd'hui le monde arabe. Et il y a matière à décentrer, en fait, en définitive, le rapport que l'on a à l'islam de ce point de vue-là. Et donc effectivement, l'islam ouest-africain, il est très vivant, très riche, et puis parce qu'il est aussi en lien avec d'autres types sur la question de l'autorité, par exemple, les marabouts, les khalifes généraux, etc., dans l'islam confrérique, par exemple, ne se positionnent absolument pas de la même manière que dans le monde arabe, par exemple. Donc c'est là où ce qui est véritablement intéressant de voir dans quelle mesure, précisément, les sociétés, en fait, fabriquent du religieux, et chaque société a sa complexité, son histoire, sa singularité relative, et surtout ses influences et sa capacité à influencer elle aussi. Donc c'est la complexité de tout cela qui est fascinante et qui est difficile ici de synthétiser. Voilà. Merci Rachid pour cet entretien. Avec plaisir.